Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Je suis désolé pour les slides, je les avais fait sous Linux et bref, ça passe pas super bien. Je suis vraiment désolé. Donc merci à tous d'être venus si nombreux. Je vais essayer de vous faire un retour d'expérience sur le développement des API chez Arte. Donc je m'appelle François Dume, je travaille au sein d'Arte depuis une petite année. J'ai en charge le développement des nouvelles API du groupe Arte. Donc je suis persuadé que vous connaissez tous la chaîne Arte, que vous la regardez tous les soirs. Enfin, plutôt vous regardez M6 et également Arte. Coucou M6. Vous connaissez Arte. Arte est une chaîne franco-allemande. On fait beaucoup de choses sur le numérique, notamment arte.tv. Qui vous permet de revoir les programmes diffusés à l'antenne. On développe des plateformes aussi, des plateformes spécifiques, par exemple la plateforme Future, qui est une plateforme dédiée aux sciences. On développe également la plateforme Créative, qui est dédiée aux arts numériques et aux arts visuels. La plateforme Concert, qui est anciennement Arte Live Web, qui est une plateforme qui diffuse des concerts en live tous les jours. On développe d'autres plateformes, notamment la plateforme Cinéma, ou des sites dédiés pour les émissions, par exemple Trax. Bien entendu, on a une solution de catch-up que vous connaissez certainement, Arte Plus 7, qui est disponible à la fois sur le web, mais également packagé dans les box de vos différents opérateurs. On développe également des solutions pour les télévisions connectées, HBB TV pour les téléviseurs Sony, Panasonic. On développe bien entendu des solutions pour les téléphones mobiles, pour Apple et Android, peut-être bientôt pour Firefox OS. Et pour réaliser toutes ces applis, pour mettre à disposition tous nos contenus de manière unifiée, de manière performante sur l'ensemble de nos vecteurs, on développe des API. Qu'est-ce qu'on met comme données au sein... Qu'est-ce qu'on met comme données à disposition via nos API? Comme vous vous en doutez, principalement des données associées au programme. Donc on met à disposition donc, les titres, les descriptions, les photos, les producteurs, enfin les noms des producteurs quand il s'agit de documentaires, les informations de casting quand il s'agit de films, des informations associées aux horaires de programmation. Également des informations qui sont essentielles pour nous. Tout ce qui est gestion des droits. Quand Arte achète un programme à un producteur, il achète des droits de diffusion. Et donc ces informations sont présentes au sein de nos API. Dans les autres informations qu'on met également à disposition dans nos API, c'est bien évidemment toutes les URL des streams, toutes les URL des vidéos qui vont être utilisées par les applications mobiles, par les applications HBB TV, pour qu'on puisse vous mettre à disposition des vidéos. Les URL des streams sont dans différents formats, dans différentes qualités, dans différentes versions, en version originale, en version française, en version allemande. On met également à disposition des statistiques de consultation de nos contenus pour que les consommateurs de nos API puissent réaliser des dashboards des programmes les plus consultés. Là, je vous ai mis un exemple de réponse JSON d'une de nos API. Juste pour information. Et donc, historiquement, Arte disposait d'un certain nombre d'API qui fonctionnent plutôt bien et qui, aujourd'hui, sont utilisés encore en production. Mais depuis un an, on a décidé de redévelopper toutes nos API pour plusieurs raisons, pour répondre à plusieurs objectifs, notamment la volonté de mettre à disposition de manière unifiée tout le contenu d'Arte. L'API existante ne mettait à disposition que le contenu antenne, que le contenu broadcast. Alors qu'aujourd'hui, Arte développe de plus en plus de contenu uniquement pour le web,
Arte Live Web, enfin Arte Concert, en est l'exemple le plus criant. On crée du contenu uniquement pour Arte Live Web, des vidéos qui seront jamais diffusées à l'antenne. Les workflows de diffusion pour le web et le broadcast sont pas les mêmes, et donc on avait besoin d'avoir des API unifiées qui permettent de mettre à disposition de la même manière l'ensemble du contenu développé par Arte. Les autres objectifs liés au redéveloppement de ces API, c'est le souhait d'Arte de s'inscrire dans une démarche d'open data. On souhaite ouvrir nos API au plus grand nombre. On souhaite créer de l'innovation autour de notre contenu. Et donc on souhaite à terme ouvrir nos API pour que la communauté des développeurs puisse interagir avec nos API et créer de l'innovation autour de nos contenus. Aujourd'hui, lié à ce point d'ouverture, on a dû également réfléchir à la mise en place d'un nouveau mécanisme d'authentification. Aujourd'hui, sur l'API historique, les mécanismes d'authentification se basent uniquement sur des filtrages IP. Aujourd'hui, avec les nouvelles API, l'idée c'est d'avoir un mécanisme d'authentification ouvert, libre, qui permet à tout à chacun d'accéder à nos API de manière authentifiée. Donc le mécanisme qui a été choisi, c'est une authentification haute, et lié également au fait qu'on souhaite ouvrir nos API au plus grand nombre. On a besoin de mettre en place des mécanismes de suivi de l'usage, autoriser un simple utilisateur à faire par exemple 1000 requêtes par heure, mais un partenaire avec lequel on a signé des contrats, un partenaire avec lequel on a signé des vrais contrats, un contrat premium, on souhaite qu'il puisse réaliser plus de requêtes. Au niveau de l'architecture technique de nos nouvelles API, c'est une architecture que vous connaissez assez classique. C'est une architecture qui se base sur un socle Symfony 2, MongoDB, avec les principaux bundles de la communauté que vous connaissez, FastRest Bundle, Nelmio API Doc Bundle, et toutes ces briques qui permettent de développer des API REST avec Symfony rapidement. Au niveau de l'architecture technique également, on a un mécanisme de synchronisation asynchrone, alors que l'API existant avait un mécanisme de synchronisation classique avec des tâches en cron qui tournaient régulièrement et qui synchronisaient les données de notre base Oracle vers des bases Mongo. Les nouvelles API s'appuient sur des systèmes de notification asynchrone, où en gros le système d'information de Arte nous envoie des messages XML qui vont être traités par des workers et intégrés dans nos bases Mongo. Au niveau du standard des réponses REST, on a souhaité se baser sur un standard qui s'appelle JSON API, que la plupart des gens ne connaissent pas. J'essaierai d'en dire deux mots tout à l'heure. Et l'objectif également de cette nouvelle architecture technique, c'est d'essayer de créer des composants autonomes, des microservices. Microservices, c'est un mot à la mode. On essaie de tendre vers ce mécanisme, vers des composants autonomes. C'est pas toujours simple. On a donc des composants, par exemple pour gérer l'authentification. Je vais vous le présenter ensuite. On a l'API, donc Open Program API, qui est l'API principale de Arte, qui met à disposition tout le contenu des programmes. On a un composant de générateur de players qui s'appuie sur OPA, qui permet de générer des players pour l'ensemble des sites d'Arte. On a un composant statistique également qui permet d'envoyer les métriques de suivi de consultation de nos vidéos, etc. On a différents composants. Je ne détaille pas beaucoup plus notre architecture technique. Je veux simplement dire que la nouvelle architecture technique est en place depuis avril 2014, enfin depuis 6 mois, qu'elle a été mise en place pour un événement qui s'appelait 24 heures Jérusalem. C'est utilisé depuis avril par d'autres plateformes, notamment la plateforme Cinéma qui a été lancée en septembre. C'est utilisé par le nouveau site de Trax.
C'est utilisé par une partie des applications mobiles, par une partie de HBBTV. Donc la nouvelle architecture est en place et elle fonctionne et on en est plutôt vraiment satisfait. Moi j'ai souhaité présenter un sujet aujourd'hui au forum PHP pour vous parler notamment du mécanisme de sécurisation des API qu'on a mis en place, qui me paraît intéressant. Et j'aimerais bien avoir votre retour. On a fait des choix techniques qui sont discutables, mais qui fonctionnent et on en est plutôt satisfait. Donc au niveau de la sécurisation des API, comme je le disais en introduction, l'idée c'est de sécuriser toutes nos API par le protocole OAuth 2. Donc pour accéder à nos API, le développeur devra générer un token OAuth et ensuite utiliser ce token pour accéder à nos API. Donc l'architecture technique qui a été mise en place, c'est un reverse proxy authentifiant qui se place devant tous nos backends, toutes nos API, qui va s'occuper de valider le token de l'utilisateur. La technologie qui est utilisée derrière le reverse proxy authentifiant, c'est un Nginx, donc une technologie que vous connaissez la plupart tous. Enfin, pas vraiment Nginx, on utilise une distribution particulière qui s'appelle OpenResty, qui est une distribution qui est soutenue par Cloudflare, il me semble, qui est une distribution qui propose le support de l'UA nativement dans Nginx. L'UA, c'est un langage de script assez performant, qui est assez simple à prendre en main. Et l'intérêt de l'UA et de Nginx, c'est de pouvoir en fait écrire des configurations, enfin des scripts plutôt. L'intérêt de OpenResty, c'est de pouvoir écrire des scripts Lua qui vont être chargés en fait dans la configuration Nginx et qui vont interagir à chaque requête reçue. Donc toutes les API sont sécurisées par ce reverse proxy. Le composant de reverse proxy, aujourd'hui, il est devant des API Symfony 2, mais il pourrait très bien être utilisé devant d'autres API, devant d'autres technologies, devant des API en Java, en Ruby, en Node.js. Le mécanisme pourrait rester le même et continuer à fonctionner. Le reverse proxy authentifiant s'occupe également, comme je le présentais tout à l'heure, de gérer donc le throttling, le suivi de l'usage, les 1000 requêtes par heure autorisées pour un utilisateur. Si on essaie de décrire un peu le process de requête à nos API, pour un développeur, ça sera donc celui-ci, c'est dans un premier temps, le développeur va faire une requête à notre serveur hôte avec ses informations de connexion pour récupérer un token. Donc il va récupérer en retour, le serveur hôte va renvoyer des informations liées au token, donc, notamment le access token, qui est la propriété la plus importante, c'est vraiment le access token que le développeur va utiliser ensuite pour requêter nos API. Mais le serveur hôte va également renvoyer d'autres informations, comme par exemple le rate limit, qui est le nombre de requêtes autorisées dans la plage d'une heure pour l'utilisateur. Donc dans notre exemple ici, c'est 1000 requêtes par heure. Mais le serveur hôte va également renvoyer les rôles associés à l'utilisateur. Donc là, par exemple, le token associé à cet utilisateur autorise le rôle user. Pour utiliser ensuite le token, l'utilisateur aura simplement à passer en query param le access token, et en retour, le backend traitera la demande et renverra la réponse de l'API en ajoutant des entêtes à la requête, des entêtes de suivi de l'usage. Donc il y aura des entêtes xrate limit qui correspondent au nombre de requêtes autorisées pour l'utilisateur, xrate limit remaining qui correspondent au nombre de requêtes restantes pour l'utilisateur, et xrate limit reset qui correspond au timestamp d'expiration du suivi de l'usage. Après 1000 requêtes, si l'utilisateur effectue 1000 requêtes, bien entendu, le reverse proxy répondra à l'utilisateur qu'il a atteint son quota et qu'il ne peut plus requêter l'API.
Donc il aura bien un statut 429 Too Many Requests. Si on regarde le schéma d'architecture globale, qui est pas très lisible, je vous l'avoue, je suis désolé, on a donc un reverse proxy en OpenResty Nginx Lua qui est associé à une base Redis, donc, enfin une base Redis ou à une base clé valeur qui va stocker les informations de l'utilisateur, mais également le compteur de requêtes de l'utilisateur. On a une application Symfony 2 OAuth, une application Symfony 2 qui se base sur le fausse OAuth Server Bundle qui va gérer l'authentification à proprement parler. Ça va être le fournisseur d'identité. Et ensuite, on a nos différentes API, API 1, API 2, qui sont derrière un varnish et qui vont servir les données, qui vont répondre aux utilisateurs. Si on essaie de décomposer, il y a des petits chiffres au niveau du schéma que vous ne voyez sûrement pas. Mais l'idée, c'est que si on décompose la requête pour que vous puissiez comprendre le mécanisme de gestion de l'authentification, c'est celui-ci. Dans un premier temps, l'utilisateur va faire une requête à nos API en ajoutant donc, le access token. Le proxy authentifiant va se rendre compte que l'utilisateur a ajouté un token. Le OpenResty, donc en fait un script Lua, va faire une sous-requête au serveur hôte pour vérifier que le token est valide. Si le token est valide, le serveur hôte va répondre au reverse proxy authentifiant et va renvoyer des informations associées à l'utilisateur, donc le rate limit, les rôles associés à l'utilisateur et d'autres informations. Ces informations vont être stockées en cache dans la base Redis par le script Lua chargé dans OpenResty. Le OpenResty va également s'occuper de gérer le compteur de requêtes de l'utilisateur. Et si le token est valide, la requête sera redirigée vers les différents back-ends. Et en retour, les API donc, traiteront la requête et renverront à l'utilisateur la réponse des API. Au passage, le OpenResty ajoutera les entêtes de suivi de l'usage qu'on a vu tout à l'heure, les xwrite limit et xwrite limit remaining. En redirigeant la requête au back-end, le serveur, le reverse proxy authentifiant ajoutera également une entête xrt role, par exemple, avec les rôles de l'utilisateur. Les back-ends n'ont pas du tout l'information de quel utilisateur accède à nos API. La gestion les API utilisent uniquement une gestion de rôle. Les API quand le reverse proxy redirige la requête, il ne les redirige pas vraiment sur des back-ends, il les redirige sur des varnish pour pouvoir gérer une stratégie de cache de notre côté. J'ai décomposé, juste pour que vous puissiez... j'ai décomposé dans les slides suivantes le processus que je viens de vous expliquer à l'oral, juste uniquement pour que vous puissiez, après la conférence, visualiser un peu le mécanisme, et notamment donc, des exemples de scripts Lua qui sont utilisés sur notre plateforme. Au niveau de la configuration Nginx, donc la configuration du reverse proxy, on a une configuration qui est assez simple. Si vous avez déjà joué avec du Nginx et fait du reverse proxy, vous connaissez sûrement les deux directives proxy pass et proxy set header. Donc proxy pass, c'est la directive qui permet de renvoyer la requête au back-end qui va traiter la demande. Et proxy set header, c'est une directive qui permet d'ajouter des entêtes à la requête qui sera renvoyée au back-end. Donc là, dans notre exemple, on a un proxy set header qui va ajouter les rôles transmis à nos API. Il y a deux autres directives que vous ne connaissez sûrement pas. C'est les directives Access by Lua et Header Filter by Lua. Donc ces deux directives font partie du module Lua pour Nginx. Et c'est le cœur du mécanisme d'authentification qu'on a mis en place chez Arte.
Donc la directive access by Lua, c'est la directive qui va être chargée, qui va être exécutée à chaque fois que le reverse proxy recevra une requête. À chaque fois que le reverse proxy recevra une requête, le script Lua qui est à côté de access by Lua sera exécuté et donc validera le token et l'autorisation ou non de rediriger la requête vers le back-end. Donc le access by Lua, c'est vraiment la directive essentielle. C'est vraiment dans ce script Lua qui est chargé ici que vous allez mettre toute la logique d'exécution d'une sous-requête au serveur hôte, de mise en cache des informations, des données, de suivi de l'usage, enfin d'incrémentation du compteur, de requêtes, etc. Dans l'autre directive qui est intéressante, c'est Header Filter by Lua, qui est une directive qui permet d'ajouter des entêtes de réponse à la réponse qui est renvoyée à l'utilisateur. Donc c'est dans cette directive que vous allez ajouter par exemple les entêtes de suivi de l'usage, donc les X-Rate Limit et X-Rate Limit Reset. Il y a d'autres directives qui sont disponibles dans la documentation que je vous invite à aller voir. Il y a une directive notamment qui est intéressante, c'est Log by Lua, qui permet d'exécuter un script Lua à chaque fois qu'on reçoit qu'on essaie d'écrire une information dans le log. Aujourd'hui, ces API sont en prod, le mécanisme d'authentification est en prod. On reçoit assez peu de requêtes, 1500 requêtes par minute. Je discutais hier soir avec Blablacar, et il me disait qu'il recevait 75 000 requêtes par minute. Nous, c'est assez faible. L'idée, c'est que nos API, elles sont derrière nos Drupal ou nos applications. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est assez limité. Mais on a quand même, on a un temps de réponse moyen qui est inférieur à 50 millisecondes en moyenne. Et ça fonctionne uniquement avec 2 VM, load balancé. Et ça marche bien, on en est vraiment content. Et voilà. La prévision, c'est qu'on doit au moins gérer 10 fois cette charge. Donc 15 000 requêtes par minute, voire peut-être plus. Cette solution, comme je vous le dis, elle marche bien. Elle a simplement quelques limites. Notamment, la première requête est forcément plus lente. Quand un utilisateur va essayer d'accéder à nos API, la première requête sera plus lente parce qu'on sera obligé de faire une sous-requête au serveur hôte. Et si le serveur hôte est un peu trop lent, la première requête sera plus lente. Donc il y a tout un travail à faire au niveau du serveur hôte pour l'optimiser, etc. Dans les autres limites, il n'y a pas de framework de test unitaire, à ma connaissance, sur les scripts Lua. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est des tests fonctionnels. Au départ, on avait des tests fonctionnels en Casper.js, et depuis quelques temps, on utilise Frisbee.js, qui a une surcouche à Jasmine, un framework de test JavaScript. Et Frisbee.js, c'est vraiment bien, vraiment intéressant. Dans les autres limites, il y a peu de documentation sur les mécanismes là, que je vous ai expliqué d'exécuter des scripts Lua dans la configuration Nginx. On envisage d'écrire un article sur le blog d'Arte. Si vous trouvez le blog d'Arte, vous êtes très fort. Et sinon, on me souffle à l'oreille que Jolly Code est en train d'écrire un article sur le sujet. Il y a des solutions alternatives à ce mécanisme-là. Il y a un bundle Symfony 2 qui fait ça, comme pour pas mal de choses. Mais l'idée, c'est de limiter le nombre de requêtes qu'on reçoit sur notre back-end. Et du coup, faire ça en Symfony 2, pour moi, c'est un peu contre-productif. Mais pour des petites infras, pourquoi pas, ça peut être une solution. Il y avait la possibilité d'implémenter ça au niveau Varnish. Nous, personnellement, on n'a pas eu le temps de pousser dans cette voie. Mais on envisage toujours de faire un proto pour tester et voir si c'est plus simple à mettre en œuvre ou pas. Si vous avez d'autres solutions, vos retours m'intéressent. N'hésitez pas à venir me voir pour en parler. Le deuxième sujet que je voulais aborder aujourd'hui ici avec vous, c'est le standard JSON API, qui est un standard qui s'est beaucoup inspiré de HAL et TOAS. Toutes nos API, nous, on essaie de les construire sur ce standard-là, en s'appuyant sur ce standard. Ça révolutionne pas ça révolutionne pas énormément, ça révolutionne pas tout. Nous, l'intérêt, c'était simplement, on
On voulait s'appuyer sur un standard pour ne pas réinventer la roue, et JSON API nous paraissait intéressant. Le principe de JSON API, c'est simplement de décrire comment construire un API, à la fois au niveau des réponses de l'API, mais aussi au niveau de comment vous allez requêter l'API. Je ne vais pas vous détailler tout le fonctionnement de JSON API. Je voudrais simplement vous présenter deux points qui nous paraissent intéressants. C'est le fait de pouvoir inclure des sous-documents dans une réponse JSON. L'idée, c'est que l'objectif de JSON API, c'est d'essayer de limiter le nombre de requêtes entre le client et le serveur, et donc il propose différents mécanismes pour limiter le nombre de requêtes entre le client et le serveur. Et ce mécanisme d'inclusion en fait partie. C'est l'idée de pouvoir effectivement inclure par exemple dans une requête sur les users, les groupes associés aux users. Donc plutôt que de faire une requête sur la ressource user et une requête sur la ressource groupe, vous allez faire en une seule requête. Vous allez pouvoir récupérer les users et les groupes grâce au query param include égale groups. Dans les autres choses qui sont intéressantes au niveau de JSON API, c'est juste qu'ils décrivent la manière de limiter le nombre d'attributs dans la réponse. Donc avec le query param fields, vous allez pouvoir indiquer quels sont les attributs que vous souhaitez retourner à l'utilisateur. Et grâce à l'ensemble de ces fonctionnalités, vous allez ensuite pouvoir construire des requêtes complexes. Je passe. Donc au niveau, nous, pour mettre en place pour mettre en place JSON API sur nos projets Symfony 2, on s'est basé sur un bundle qui est super bien de William Durand, qui s'appelle Bazinga 8OS Bundle, qui est on a surchargé ce bundle pour pouvoir générer des réponses JSON qui respectent le standard JSON API. Le principe de Bazinga 8OS Bundle, c'est d'ajouter des annotations pour notamment générer des liens dans les réponses du JSON. Pour gérer les inclusions, on a utilisé un mécanisme un peu particulier. Plutôt que de faire une requête en base pour récupérer les données incluses, on effectue dans le cas d'une seule inclusion, on effectue une sous-requête Symfony. Et dans le cas de plusieurs inclusions, on va effectuer un multi-curl pour profiter en fait du cache varnish. Et on s'est rendu compte que souvent, le varnish répondait de manière plus rapide que nous, de notre côté, récupérer les données en base, les hydrater avec le Mongo Doctrine Bundle, etc. Pour limiter les attributs retournés, il y a Damien Alexandre de Joli Code qui travaille avec nous depuis quelques temps, qui a écrit une classe d'exclusion stratégie. Il a écrit un article sur le blog de Joli Code que je vous invite à aller voir. Il explique parfaitement le mécanisme mis en place. Comme tout à chacun, comme chacun d'entre vous, on a bien sûr rencontré des problèmes dans le développement de nos nouvelles API, principalement des problèmes de performance du JMS Serializer. Dans le cas où on essayait de serialiser deux classes identiques dans une même réponse, on avait des problèmes de performance parce qu'en fait le JMS Serializer exécute de manière itérative les visiteurs. Je ne suis pas clair là. Il y a Xavier Lacaux de Joli Code toujours, qui a bossé sur le sujet, qui a développé pour nous un bundle qui met en cache justement la lecture des différents visiteurs. Le bundle devrait bientôt être libéré, je l'espère. Dans les problèmes de performance, on a aussi eu des problèmes de performance de Bazinga 8OS Bundle, mais toujours le fameux Xavier. Il a écrit pareil un bundle qui permet de mettre en cache les annotations, le mécanisme de serialisation de Bazinga 8OS Bundle. Le bundle est presque libre, il nous manque juste à ajouter 2-3 éléments pour vraiment le libérer. Il n'est pas encore présent dans Packagist. Dans les
projets futurs autour du développement des API. On a plein de sujets, on a envie de faire plein de choses. Il y a notamment un des sujets qui nous intéresse, c'est aller plus loin dans le monitoring de l'usage et de pouvoir utiliser par exemple des scripts Lua qui vont envoyer des métriques à stade D pour pouvoir monitorer plus précisément ce que fait chaque utilisateur, ou pouvoir lister quelles sont les requêtes les requêtes de nos API les plus demandées pour qu'on puisse éventuellement intervenir et améliorer certaines de nos requêtes. L'idée, c'est aussi de pouvoir accompagner nos partenaires et aller leur dire ah, vous avez utilisé telle méthode, bah, peut-être que vous pourriez plutôt utiliser cette méthode-là, elle sera plus performante, etc. Dans les sujets, les projets qui nous tiennent à cœur aussi, on souhaite mettre à disposition des SDK pour faciliter l'utilisation de nos API. On utilise aujourd'hui sur toutes nos plateformes Drupal un module qui s'interface à nos API. Le module marche super bien. On envisage de le mettre à disposition dans la communauté pour que l'ensemble de nos partenaires puissent l'utiliser et interagir avec nos API. Les autres projets qui peuvent aussi être surprenants, c'est on envisage de mettre à disposition le code du serveur de notre API en open source, à l'image de ce que fait le Guardian, qui met aujourd'hui toutes ces briques techniques en open source. Nous, on souhaiterait également s'engager dans cette voie. En tant que chaîne publique, ça nous paraît important. L'ouverture en open data, ça j'en ai déjà parlé. Il y a également aussi la mise en place du bundle FOSS HTTP Cache pour mettre en place une stratégie d'invalidation du cache varnish un peu plus poussée. Et bien sûr, aujourd'hui, la performance de nos API est plus que correcte, mais on veut toujours aller plus loin, toujours améliorer nos performances. Et on envisage de tester HHVM également. Je ne pensais pas avoir le temps de vous présenter la stack technique. Je voulais simplement vous lister un peu toute la stack technique utilisée chez Arte. Donc on a beaucoup de Drupal, on a un peu de Ruby, on a un peu de Go, on a bien sûr du Symfony, on a du Redis, on a du GitHub, parce qu'il fallait le mettre dans les slides, on a aussi du Docker, on fait un peu de Vagrant, du Java, et on monitore toute notre infrastructure avec New Relic. Dans les bundles qu'on utilise, parce que c'est toujours intéressant, toujours intéressant de voir quels sont les bundles utilisés. Voici la liste globalement des bundles qu'on utilise. Et voilà, je vous remercie. Je vous remercie aussi Jolicode, avec lequel on travaille depuis 2 ou 3 mois. On en est vraiment content et merci beaucoup à eux. Et voilà, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Bonjour et merci pour la conférence. J'avais juste 2 questions. La première, c'est pourquoi JSON API à la place de 8OAS? Parce que dans ce que tu as présenté, j'ai rien vu qui manque dans 8OAS. Et la deuxième, c'est dans tout le cache que vous utilisez, vous repassez par Varnish sur des sous-requêtes. J'ai l'impression que, il doit y avoir un temps de chauffe énorme. Et deuxièmement, comment vous purgez la donnée? À quel moment vous savez que vous pouvez purger finement de la donnée? Aujourd'hui, on a une stratégie de cache qui est effectivement... je réponds d'abord à la deuxième question. Effectivement, on a une stratégie de cache qui est pas optimisée. On a des durées de vie de cache qui sont en fait assez limitées sur nos API qui sont de l'ordre de 1 minute. Donc on n'a pas de... du coup, comme on a un cache assez limité, ça pose moins de problèmes. Et effectivement, le fait d'avoir un Nginx et du Varnish, on aurait pu très bien effectivement gérer le cache également dans le Nginx. C'est juste qu'aujourd'hui, on a une infrastructure Varnish qui marche bien, qui est assez complexe. On a simplement voulu décorréler les 2 aspects.
Mais rien ne nous empêche dans un second temps effectivement de remettre, enfin de supprimer un des composants à terme. Et concernant ITOAS et JSON API, je vous avoue que je ne suis pas assez expert dans ITOAS, mais j'ai pas l'impression que la documentation, enfin que ITOAS soit aussi bien décrit que ce que peut l'être JSON API. Bonjour, c'est pas une question, c'est juste pour répondre sur le choix de 8OS versus JSON API. En fait, 8OS, c'est une description, c'est un acronyme qui définit une méthodologie pour créer les API REST. C'est-à-dire qu'avant, on ne fait pas des API REST, mais des API HTTP. 8OS, c'est pas un format comme un format hypermédia comme JSON API ou HAL à la limite, ou JSON LD ou ce que vous voulez. Mais 8OS, c'est en aucun cas un format. Donc en fait, vous faites du 8OS quand vous incluez ce format dans vos réponses, mais il n'y a pas un choix à faire entre 8OS et JSON API par exemple. Et JSON API, c'est un très bon choix, je pense. Un bon choix aussi, ça aurait été HAL. Que la lib 8OS dont le bundle Basinga 8OS bundle utilise gère en natif. Et du coup, juste une petite question, comment vous avez fait pour gérer JSON API avec 8OS, avec la lib, hein, je veux dire, parce que c'est pas supporté par défaut. Et étant donné que c'est en partie moi qui ai écrit cette lib, je me pose la question parce que c'est très intéressant d'avoir utilisé ça comme ça. Merci. Enfin, merci à toi. Le boulot que tu fais dans la communauté est super intéressant et important. Merci à toi aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a une branche sur la lib 8OS qui implémente JSON API. Moi, je me suis inspiré du boulot qui avait été fait effectivement dans la branche de la personne qui essayait d'implémenter JSON API. Et je me suis vraiment simplement inspiré de ça. Donc j'ai surchargé le JMS Serializer pour générer les liens qui vont bien, etc. Enfin, et ça suffit? Pour le moment, ça suffit, ouais. Enfin, après, dans ta classe, il y a des collections représentation qu'on n'utilise pas, que nous on a surchargé, enfin qu'on utilise d'autres collections representation. Et voilà. On va prendre une dernière question. En fait, j'ai deux micro-questions. Pourquoi Symfony en particulier? Et ensuite, est-ce que vous avez vraiment deux Symfony, un pour l'authentification et un autre pour toutes les autres API? Je réponds toujours d'abord à la deuxième question. On a effectivement deux Symfony. On a une application haute qui fait que ça et qui gère l'authentification. Et on a une deuxième application Symfony qui gère l'API programme, donc la mise à disposition des contenus d'Arte. Et en fait, on a même une troisième qui fait d'autres choses. Et pourquoi Symfony? Pourquoi pas? Parce que, en fait, ma question, il y a un but derrière aussi. C'est que pour faire un serveur hôte, pour moi, il n'y a pas besoin forcément de Symfony. Et quand je sais que la consommation au niveau de la RAM qu'occupe Symfony derrière, c'est peut-être un peu du gâchis d'utiliser juste un Symfony pour la partie authentification, en fait. Aujourd'hui, le serveur hôte, effectivement, c'est du Symfony. Nous, on voulait simplement utiliser le mécanisme d'authentification au hôte 2. Après, rien ne nous empêche, dans un second temps, de mettre un vrai serveur hôte. Là, pour le moment, sur nos API, on a assez peu d'utilisateurs. On a assez peu de partenaires enregistrés dans notre serveur hôte, mais rien ne nous empêcherait de basculer sur une autre technologie. C'est aussi l'intérêt de faire des microservices. C'est qu'aujourd'hui, le serveur hôte, il est dans son coin, il joue bien son rôle, et si on se rend compte effectivement qu'il n'est pas assez performant, pas assez rapide, on pourra très bien le changer et mettre autre chose. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ok, merci. Merci François, on peut l'applaudir.